À chaque fois, il s'allume du premier coup. Ce briquet est aussi près que moi. On va brûler ça. Générique. Bon, si tu ne me connais pas encore, je suis Safia Enjoy Life. Bienvenue sur ma chaîne Grandeur Noire. Si tu es habitué, ravi de te retrouver. Installe-toi parce que tu sais déjà comment ça va se passer. On va brûler les mensonges. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de décrypter une propagande parce que même si une grosse partie de la population n'est plus sensible à ce genre de mensonges, il reste quand même pas mal d'entre nous qui n'arrivent pas à cerner l'absurdité et l'aberration de ce genre de propos. Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Première chose, je ne vais pas citer le nom de la personne qui a tenu ces propos parce qu'en Afrique, la plus grande des punitions, c'est de jeter un nom ou un individu dans l'oubli. C'est-à-dire que quand on ne fait pas l'honneur à la personne de prononcer son nom et de donner de l'importance à son égrégore, eh bien cette personne finit par disparaître et son existence entière aussi. Alors même si on ne va pas lui accorder la faveur de citer son nom, on va quand même préciser que ce monsieur a été chef des armées françaises. Donc cette personne qui sera très rapidement oubliée, on va rebondir sur quelques propos parce que ces propos sont symptomatiques de beaucoup de pensées françaises et de beaucoup de pensées blanches. Et donc c'est le prétexte de rebondir dessus pour continuer notre travail de déconstruction. Pour être plus efficace, je vais à chaque fois rebondir sur des extraits. C'est parti pour le premier extrait. Donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Bon, là, on va faire un décryptage linguistique. Parce que ce passage-là est un aveu de faiblesse et de vulnérabilité et d'échec, comme j'en ai rarement vu dans la bouche
d'un responsable d'armée française. Quand le monsieur emploie le terme en permanence, Donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens. Il est en train de dire que la France a déjà demandé plusieurs fois aux pays européens, que les pays européens ont dit non à chaque fois et que la France insiste sans dignité. Donc le mot en permanence est très important dans les propos de ce bouffon et il faut les retenir. Parce que ça s'appelle une vérité cachée. C'est une faille qu'il a laissé entrevoir avec ce mot-là de en permanence. Ensuite, le mot essayer révèle l'échec de la France à convaincre ses pays voisins. Donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens. Parce que associé au mot en permanence, ça veut dire qu'ils essayent, encore, ils n'y arrivent pas. C'est un échec. Et donc cet échec révèle que la France n'a aucun argument pour pouvoir convaincre les pays de l'Europe, encore pire les États-Unis et autres, de s'associer à elle pour aller faire la guerre aux pays africains. Le terme agir collectivement. Dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Ça veut dire que la France ne peut pas agir seule. C'est un aveu de faiblesse. Quand les États-Unis ont eu besoin d'attaquer l'Irak, d'attaquer l'Afghanistan, d'attaquer le Vietnam, les États-Unis n'ont jamais été demander l'aide de l'Angleterre, de la France, de je sais pas qui pour aller faire leur guerre. Ils avaient les finances, ils avaient le matériel, ils avaient la technologie, ils avaient la quantité de soldats, ils ont été faire leur guerre. Depuis plus de 200 ans, à chaque fois que la France a tenté un coup militaire seule, l'Indochine a giflé la France comme ça. Haïti a mis toutes ses bagues, toutes ses plus grosses bagues comme ça. Haïti a pris sa première main, elle a giflé. Elle a pris sa deuxième main, elle a giflé. La France ne peut s'attaquer militairement seule à aucun pays de cette planète. Voilà pourquoi ce gars est en train de supplier les pays européens d'agir collectivement avec elle. Donc le bilan de ce décryptage linguistique, c'est que ce mec qui a été à la tête de l'armée française, donc qui possède quand même des informations très sensibles, nous révèle à travers ces mots qu'en réalité, la France est dans une situation d'échec à tous les niveaux. Elle est trop faible pour aller attaquer seule, ne serait-ce que même un seul pays africain. Alors 3 d'un coup là, les États du Sahel, c'est mort dans le game. Donc seule, la France est totalement faible militairement. Ça, c'est le premier aveu de ce propos. Deuxième aveu de ce propos, c'est que ces soi-disant alliés, amis, voisins européens n'ont pas son temps et ne lui donnent pas l'heure. Extrait suivant. Un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États. Bon, le gars nous parle de destruction des appareils de gouvernement africains, mais il n'y a rien à détruire en termes d'appareils de gouvernement puisque rien ne fonctionne. Éducation, santé, logement, c'est la base d'une société prospère. Ces bases-là de la société ne sont pas assurées dans les pays africains de la France-Afrique. Et je ne parle même pas du fait que le gouvernement devrait être au contrôle des ressources. Ce n'est pas le cas dans les pays de la France-Afrique. C'est la France qui est au contrôle des ressources. Donc quand ce monsieur fait semblant de s'inquiéter de la destruction, soi-disant maintenant là, ce serait que maintenant que ce serait détruit, ces appareils sont déjà détruits depuis longtemps et sont détruits par la France. Et l'histoire de brandir le mot guerre civile à tout va concernant l'Afrique, ça va aller 2 secondes. On s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. La manipulation ne prend plus. C'est-à-dire que quand c'est en Afrique, c'est guerre civile. Quand c'est en France, c'est crise. On est une génération informée, ça ne prend plus ce genre de propagande. Le mouvement des Gilets jaunes est une guerre civile qui a rongé la France pendant presque 2 années. C'est-à-dire que des millions de Français sont descendus dans les rues pour exiger la démission de leur président. Ah, Macron, baisse tes morts, enculé, va, fils de pute! Pas une fois, pas 2 fois. Toutes les semaines, pendant des années, tous les corps de métier ont manifesté au cours de ces 2 années. Que ce soit les avocats, les journalistes, les pompiers, les professeurs, les éboueurs, les transports,
tout le monde a fait grève, tout le monde a bloqué. Et j'insiste bien, les gilets jaunes, c'était pas une crise, c'était une guerre civile. Là, on était sur du cassage et des affrontements toutes les semaines pendant des années. C'est la merde partout, c'est la guérilla, une guerre civile un peu à Paris. Et si le confinement du Covid n'était pas intervenu, est-ce que la France même serait encore debout? Parce que les scènes d'affrontement qu'on a vues entre les civils et l'armée, jusqu'à sortir des chars militaires contre les civils, et pas uniquement dans la capitale Paris, hein, dans toutes les villes. Un peu partout en France, ce sont des dizaines de bâtiments publics, des écoles, des centres des impôts, des mairies, mais aussi des dépôts de bus qui ont été une nouvelle fois incendiés. Eh bien ça, c'est un état de guerre civile. Et cet état de guerre civile entre en trêve de temps en temps, mais ressurgit tous les 4 matins en France. Dizaines d'associations, de partis et de syndicats ont répondu à l'appel. En plein après-midi, une foule de jeunes force l'entrée de ce fast-food en région parisienne. C'est dans ce centre commercial que des individus s'en prennent au magasin pour dérober ce qu'ils peuvent. Autre casse et vol, cette fois-ci à Strasbourg. Après une nuit où les pillages se sont déjà multipliés dans tout le pays. Ici à l'aide d'un chariot élévateur en Seine-Saint-Denis. À Nantes, c'est une voiture bélier qui a détruit l'entrée de ce supermarché. Donc la France est dans un état d'affrontement permanent entre les civils et les autorités policières, de destruction tous les 4 matins. Petite coupure, si tu apprécies les informations de cette vidéo et surtout si tu souhaites plus de sujets comme celui-ci, je t'invite à t'abonner à mon application GNTV que j'ai créée pour lutter contre la censure. Parce que tu te doutes bien que les messages que je porte sont hautement invisibilisés et combattus par les réseaux sociaux. Si tu ne connais pas encore mon application, c'est une bibliothèque vidéo très riche qui t'informe sur l'histoire, la politique, la culture, les voyages, l'entrepreneuriat, le développement personnel, la santé, bref, tous les sujets qui nous éveillent, qui nous forment, qui nous préparent. Jette un œil avec le lien qui est sous cette vidéo. J'en profite pour remercier tous les abonnés qui m'ont fait confiance. On est ensemble. Sur ce, on y retourne. Donc, ce pays qu'est la France a l'audace de parler de guerre civile pour les pays africains qui rencontrent des crises, alors qu'elle n'arrive même pas à gérer sa population, qui est je ne sais combien de fois moins nombreuse que les pays vers lesquels elle porte son attention. Extrait suivant. On s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Bon, là, on va s'arrêter sur le mot chaos. À qui ce monsieur va faire croire que ce sont les Africains qui risquent de semer le chaos, ou que ce soit sur la planète en fait. C'est-à-dire que même dans les siècles et siècles précédents, lorsqu'il y a eu des contacts commerciaux notamment entre l'Afrique et l'Asie, entre l'Afrique et les Amérindiens, à aucun moment les Africains n'ont apporté du chaos dans les autres continents. Le chaos là, qui est en Afrique, ce sont les Européens et les Américains qui sont venus l'installer. Les Européens, les Américains, bref les Blancs, sont allés semer le chaos en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Ils ont semé le chaos chez eux avec leur guerre mondiale. Kosovo, Yougoslavie, Bosnie, tout ça là, c'est le chaos chez eux. Ils sèment encore le chaos chez eux-mêmes là, avec l'Ukraine en ce moment. De quel chaos ce monsieur nous parle? Les seuls humains à avoir semé le chaos sur toute la planète, ils ne sont pas africains.
Donc l'emploi du mot chaos est nul et non avenu et toute la phrase qui va avec et tout le propos qui va avec. On passe à l'extrait suivant. Nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Les Blancs sont venus, ils ont envahi, ils pillent jusqu'à aujourd'hui, mais à aucun moment, des Africains conscients de leur identité et de leurs valeurs ne sont allés demander à leurs agresseurs, à leurs envahisseurs, à leurs pilleurs, de venir les aider. On ne peut pas, en tant qu'Africains, demander de l'aide aux gens qui nous ont mis en esclavage et qui continuent de nous agresser. La seule chose qu'on a reçue des Blancs, c'est de la violence, qu'elle soit dissimulée ou qu'elle soit frontale. Et l'aide déguisée de dire « je te donne 5 €, mais je te prends 50 €, on n'en veut pas, on n'en a jamais voulu, on n'en voudra jamais. Si la France était capable de fournir une aide efficace aux 15 pays africains qu'elle contrôle depuis maintenant des centaines d'années, ces pays africains ne seraient pas dans l'état économique, social et infrastructurel dans lesquels ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un état de délabrement. Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer avec cette aide-là? Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains. Donc comment ce monsieur peut venir dire que des pays plus puissants que la France, plus grands que la France, mieux équipés que la France, n'auraient pas de solution à proposer aux Africains? D'autant plus quand les pays qu'il cite ont déjà démontré leur efficacité en seulement quelques années. Extrait suivant. Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Ce monsieur a été parmi les plus hauts gradés qui prenaient des décisions concernant les actes militaires français. Mais avec des gens pareils, c'est sûr que la France ne remporte aucune guerre. Déjà, il n'y a aucune vision géostratégique et aucune connaissance de l'histoire qui est même une histoire proche, même pas une histoire lointaine, l'histoire très proche, la contemporaine. Le gars ne maîtrise pas. C'est-à-dire que lorsqu'il évoque des intérêts communs européens, le gars n'est même pas au courant qu'il n'y a aucun des pays de l'Europe là qui partagent des intérêts avec la France en Afrique. Pour la simple raison que quand Charles de Gaulle, en 1945, a décidé d'installer la zone franc dans 15 pays africains, eh bien, il a fermé l'accès aux ressources à tous les pays de l'Europe et même aux États-Unis, au Canada et à l'Australie. Donc, ça fait des générations que la France s'accapare toutes les ressources précieuses de 15 pays africains, quasiment toute l'Afrique de l'Ouest, sans partager. Quand tu te gaves devant tes voisins qui n'ont pas accès à la même abondance que toi, tu suscites de la jalousie et de la convoitise. Donc pour ceux et celles qui ne comprennent pas ce qu'est la zone franc, je vous renvoie à ma vidéo sur le franc CFA. Je vous la mets en lien sous cette vidéo. Et pour les plus fainéants qui n'iront pas faire l'effort de s'informer avec cette vidéo complète sur le franc CFA, je vais récapituler très rapidement. La zone franc installée par le gouvernement de Gaulle à partir de décembre 1945 a mis sous cloche tous les pays africains francophones qu'on connaît, plus les îles des Comores. Ça veut dire que le pétrole, l'or, les diamants, l'uranium, le caoutchouc, le cacao, bref, toutes les ressources extrêmement précieuses, voire indispensables pour certaines, à l'Europe, aux États-Unis, au Canada et même à l'Australie. Avec cette zone franc, la France a dit « ça c'est à nous ». Personne d'autre que nous n'en profite. Et maintenant que cette zone de ressources précieuses qu'elle s'était accaparée commence à lui échapper, c'est quoi l'intérêt des autres pays européens à aider la France à continuer de s'accaparer toutes ces ressources sur autant de territoires? Bien au contraire, tous les pays européens. Et on peut même étendre à l'Angleterre, aux États-Unis, au Canada, tous ces pseudo-alliés de la France sont en train d'attendre leur tour, sont en train d'espérer que la France se fracasse plus vite encore que prévu. Vous n'avez pas remarqué combien d'émissaires les États-Unis ont envoyé en Afrique là faire des tournées? Est-ce que c'est l'attitude de gouvernements qui ont des intérêts communs avec la France? Autre chose, un pays puissant comme l'Allemagne, puissant sur le plan économique. On parle d'un pays dont le PIB dépasse celui de la France de 1000 milliards. Je répète, le PIB de l'Allemagne fait 1000 milliards d'euros de plus
que le PIB de la France. À quel moment l'Allemagne a le temps de donner l'heure à la France? C'est-à-dire que même en contrôlant les ressources de 15 pays africains ultra immensément riches, même en pillant les richesses africaines à travers le franc CFA, la France est 1000 milliards d'euros en dessous de l'Allemagne. À quel moment l'Allemagne peut te prendre au sérieux? Donc l'Allemagne va mobiliser son armée, son économie, ses médias, sa population, pour aller faire une guerre dans des pays africains qui ne lui ont jamais appartenu et qui ne lui rapportent absolument rien. Et c'est là que le capitalisme commence à se retourner contre les États capitalistes. C'est-à-dire que là, il n'y a plus histoire d'alliés. Si une action ne rapporte rien financièrement à un État, cet État ne va pas mener cette action. Donc, quand le bouffon, là, parle d'intérêt commun européen, mais c'est très grave de mettre des gens comme ça à des responsabilités comme celle de l'armée française. Ce qui est très drôle dans cette situation, c'est qu'en fait, avec ce message, il pensait peut-être lancer une menace, mais en fait, ses propos ne font que démontrer que c'est pour la France qu'il est un danger. Parce que si lui, avec l'expérience militaire qu'il a et normalement les connaissances stratégiques qu'il est censé avoir, il n'a pas compris que la France actuellement n'a aucun ami. La France n'a jamais eu d'amis. On nous parle du camp des alliés, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Les gars, alliés et amis, c'est pas la même chose. Il y a des footballeurs qui, le temps d'un match, vont jouer ensemble contre un camp, vont marquer ensemble contre un camp, vont remporter de grosses sommes d'argent dans la même équipe, mais qui ne s'entendent pas, qui ne s'aiment pas, qui ne traînent pas ensemble en dehors du terrain. Ils sont alliés à un instant T, pour un objectif ponctuel. Dès que le coup de sifflet final a retenti, ce sont des ennemis. Si tu as compris mon exemple là, d'équipe de sport, pitié, il faut l'appliquer dans la réalité. C'est-à-dire que on ne demande pas aux Sérères d'être amis avec le Wolof ou aux Bassa d'être amis avec les Bamileke ou aux Yoruba d'être amis avec les Igbo. Si vous voulez être ennemis, soyez ennemis. Même pendant encore 500 ans, 1000 ans. On vous demande juste de faire équipe, le temps de se débarrasser de l'ennemi qui nous cause du tort depuis. On vous demande de s'organiser là sur le terrain, de sorte d'aller marquer contre l'autre camp et de remporter le match. Quand le match est terminé, vous pouvez sortir du terrain, vous battre entre vous, vous ignorer, vous marier. C'est pitié. Ça, c'est après. Pour l'instant, là, on est en plein match, s'il vous plaît. C'est exactement comme ça que les Blancs se sont organisés aux États-Unis pour devenir puissants entre Blancs. Quand les Italiens, les Russes, les Écossais, les Français, les Allemands et quand tous ces gens-là sont arrivés aux États-Unis, ils ne s'entendaient pas. Ils se sont même organisés en mafia et ils s'entretuaient. Ce n'est que lorsqu'ils se sont fédérés, les mots sont importants. Les au pluriel, État au pluriel, unis, le mot uni. Donc tous les gens là qui idéalisent le pays, le drapeau, l'hymne national, le Super Bowl, ce sont plusieurs populations blanches qui se sont unis pour se libérer d'un adversaire et pour devenir plus puissants que l'adversaire. Et aujourd'hui, les mésententes internes ont beau perdurer, lorsqu'il y a un ennemi commun, CF 11 septembre 2001, eh bien tout le monde se rassemble, tout le monde s'unit contre l'adversaire commun. À la seconde où les Africains auront appris à faire ça, à s'unir, à se fédérer, à cette même seconde, nous allons devenir non seulement les États les plus puissants, mais le continent le plus puissant. Et ce ne sera pas pour 200 ans, les gars. Ce sera pour des millénaires. J'en reviens à mon propos initial. La France n'a aucun ami. Elle a eu des alliés à des instants T. Quand l'Angleterre est venue défendre la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas parce que c'est leur ami. C'est parce que l'Angleterre avait peur que les nazis arrivent jusque chez elle. L'Angleterre est minuscule. Elle s'est dit, si les nazis ont réussi à soumettre la France, et que ça fait déjà plusieurs années, mais nous, là, la petite île insignifiante perdue dans la Manche, on n'a aucune chance. Donc, il faut les freiner, ces nazis, avant qu'il ne soit trop tard. Du coup, elle s'est dit que pendant que tout n'était pas perdu en France,
C'est maintenant qu'il fallait intervenir. Si les États-Unis sont intervenus et ont pris le temps de traverser l'Atlantique, ce n'est pas parce que la France était son amie. C'est parce que, économiquement parlant, ça relançait la machine américaine. Les États-Unis sont un énorme, gigantesque fabricant d'armes. À chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, ces gens-là engrangent des milliards. On va encore faire un rappel historique. La crise de 1929, appelée la Grande Dépression, qui a commencé aux États-Unis, elle a duré jusqu'en 1933. Et ce n'est pas parce qu'elle s'est arrêtée en 1933 que tout a été résolu en 1933. Les dégâts économiques étaient encore cataclysmique en 1939. Donc, quand la Deuxième Guerre mondiale, qui en fait est une guerre européenne, a démarré en 1939 et s'est amplifiée avec les années, mais les États-Unis ont vu une opportunité de relancer la machine à travers notamment la distribution massive d'armement. Et ça a fonctionné. Tout ça pour dire que les États-Unis n'ont pas pris part à la Deuxième Guerre mondiale pour venir défendre et sauver leur ami la France. Que la France devienne allemande ou non, c'est pas leur problème. Il y a l'Atlantique qui les sépare. Ils ne craignaient pas les nazis. Donc, le sous-total de tout ça, c'est que la France n'a jamais eu d'amis. Et les pseudo-alliés qu'elle a eus à un instant T avaient tous leurs propres intérêts. À aucun moment de l'histoire de la France, il y a eu un autre État qui est venu défendre les intérêts de la France. À chaque fois, chacun voyait midi à sa porte et ça ne va pas changer maintenant. Donc, quand ce gars-là parle d'intérêt commun européen, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a jamais eu d'intérêt commun européen. Encore moins dans la zone franc CFA de l'Afrique. Je termine avec la mention sur la démographie en Afrique qui, soi-disant, poserait problème à l'humanité. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe. Donc ce type-là va venir faire la guerre aux Africains parce que les Africains se multiplient sur la planète et deviendraient une menace. Par contre, il ne va pas dire la même chose aux Chinois. On n'a jamais entendu ni un président européen, ni un président américain-canadien dire ils sont trop nombreux en Asie, il faut aller faire la guerre parce que sinon ils vont continuer de se multiplier et ce sera un danger pour nous. On va mettre en parallèle des chiffres parce que ça ne ment pas. L'Asie, 4,5 milliards d'habitants. Continent africain, 1,2 milliard d'habitants. Je répète, Asie, 4,5 milliards d'habitants. Afrique, 1,2 milliard d'habitants. On est loin d'être une surpopulation pour les 30 millions de kilomètres carrés que représente le continent africain. Sachant que l'émigration des pays africains se fait au sein du continent pour plus de 80%. Et la toute petite minorité d'Africains qui quittent le continent africain se répartit en Asie, et l'Asie c'est gigantesque, en Europe, et l'Europe compte je ne sais combien de pays, en Amérique du Nord, avec Canada et États-Unis qui sont immenses, dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, bref, dans le monde entier. Donc, ce n'est pas les quelques centaines de milliers d'Africains qui réussissent à atterrir en France qui sont un danger vital pour la France. Sachant que comme une énorme portion de la population blanche continue de quitter la France pour aller coloniser le monde, eh bien, en fait, il y a de la place. Donc, ce n'est pas le problème des Français, des Européens ou de je ne sais pas quel blanc de venir s'occuper de la démographie africaine. Il nous faut identifier ce qu'est l'État français. L'État français est un pervers narcissique. Premier symptôme, le pervers narcissique dévalorise sa proie. Qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. Le fait de nous dire que nous sommes incapables de nous gérer tout seuls, qu'il nous faut leur aide, que sans nous, c'est le chaos, c'est la guerre civile, c'est le terrorisme, c'est nous dévaloriser parce que ça nie nos capacités d'être humains, notre intelligence et notre capacité à nous gouverner, à contrôler nos ressources, à prendre des décisions sages, alors même que nous avons su le faire pendant des millénaires. Autre symptôme du pervers narcissique, c'est de faire croire à sa proie qu'il est indispensable, que sans lui, sa proie va s'effondrer, ne saura pas se gérer, qu'il n'y a que lui qui peut apporter
des solutions dans la vie de sa proie. Surtout pas la Chine, surtout pas la Russie, surtout pas sa proie elle-même. Autre symptôme du pervers narcissique, c'est de tout contrôler. Il ne laisse aucune latitude. Et c'est exactement ce que l'État français fait, notamment à travers le franc CFA. Et enfin, je ne vais pas faire tous les symptômes, mais l'un des symptômes majeurs du pervers narcissique, c'est de détruire plutôt que de renoncer. Si moi, je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Voilà pourquoi nous avons une succession d'assassinats de nos présidents, nos vrais présidents. Voilà pourquoi nous avons une succession de sabotages. Et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, malgré l'époque d'éveil et d'information dans laquelle nous sommes, l'État français se donne le droit d'annoncer une guerre 5 ans ou 10 ans avant pour recoloniser l'Afrique. Un jour, faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Eh bien, la meilleure des réponses à ce bouffon a été formulée par notre président à tous, le capitaine Ibrahim Traoré. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Je vais simplement demander à toutes les personnes qui en ont la possibilité de se former. Si tu as la possibilité de te former aux armes à feu et d'apprendre à tirer, fais-le. Si tu as la possibilité d'apprendre un sport de combat ou de t'améliorer dans un sport de combat, d'apprendre un art martial, fais-le. Si tu as la possibilité d'apprendre à tes enfants un sport de combat, fais-le. D'apprendre à tes enfants à manier des armes à feu, fais-le. Parce que nous devons être prêts. La guerre n'est pas une éventualité, la guerre a commencé. Elle a commencé sous une forme, elle va s'amplifier sous une autre forme, mais elle est en cours contre nous et elle est extrêmement violente. Ne reproduisons pas l'erreur de ne pas être préparés à l'adversaire que nous avons. Cette fois-ci, nous connaissons l'adversaire, nous connaissons ses intentions, nous connaissons son vice, mais surtout nous connaissons ses points faibles. Et cette fois, l'affrontement sera à armes égales. Donc soyons préparés, soyons unis et nous triompherons nécessairement. Like au maximum pour donner toutes les chances à la vidéo de survivre à l'algorithme. Commente Président Traoré parce que personne n'a fait une meilleure réponse que lui. Et enfin, partage au maximum pendant que cette vidéo est encore en ligne. On se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube Grandeur Noire. D'ici là, préparons-nous tous.